Mouek est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA, pour revenir sur quelques-uns des derniers éléments macro qui auront marqué cette semaine. Bonjour et bienvenue Gilles. Un des éléments importants, c'est bien sûr l'inflation. L'inflation américaine est surveillée comme le lait sur le feu. On a eu la dynamique des prix à la consommation pour le mois de septembre, publié hier aux États-Unis avec le CPI américain. Quels sont les enseignements supplémentaires peut-être qu'apporte cet indicateur, Gilles, dans la grande discussion sur l'inflation? Alors c'est assez difficile à lire parce qu'on a une poursuite de l'accélération sur l'inflation totale qui reste dominée par les mauvais développements sur le prix de l'énergie et l'alimentaire, mais ça voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté de ce côté-là. Du côté de l'inflation sous-jacente, stabilisation du glissement annuel à 4%, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est en deçà du pic récent sur l'inflation sous-jacente qui avait atteint 4,5% au mois de mai. Et ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur de cette inflation sous-jacente, ce qui en fait explique ce léger ralentissement par rapport au pic de mai. En fait, ce qui est frappant, c'est que les composantes de l'indice qui étaient les plus dynamiques depuis le mois de mars, ceux qui sont dépendants de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, par exemple les automobiles neuves et d'occasion, les grands appareils électroménagers, etc. Là, les choses commencent à s'améliorer. On avait eu des augmentations complètement délirantes dans les mois précédents. Et là, sur cette partie-là, les choses décélèrent assez vite. Deuxième élément, les composantes qui étaient liées très clairement à la réouverture de l'économie, là où on a des effets de rattrapage, par exemple les hôtels, le transport aérien, là aussi, les choses se calment. En revanche, ce qui est un peu plus inquiétant, et c'est ce qui crée beaucoup de commentaires depuis hier, c'est le fait que le reste, c'est-à-dire les composantes qui jusqu'à présent n'avaient pas beaucoup accéléré, elles commencent à accélérer, et donc ce serait le signe que l'inflation, le choc inflationniste se diffuse en fait à toute l'économie, et si le choc se diffuse, évidemment, il aura tendance à être un peu plus durable. Et l'un des éléments qui accélère, ce sont les loyers réels et les loyers imputés aux ménages propriétaires. Et l'évolution des loyers est souvent assez difficile à arrêter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti dans une phase de réaccélération, c'est très compliqué à arrêter. Donc là, ça crée beaucoup de commentaires négatifs. Pour ma part, je reste quand même assez pas détendu, mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'alarmer outre mesure. Si on regarde le glissement sur 3 mois des loyers, on est revenu à du 0,9%, c'est là où on était avant la pandémie. On a un glissement annuel qui est encore très très en deçà du niveau pré-pandémique. Donc pour moi, on est quand même encore dans une logique de normalisation et pas vraiment dans une logique d'accélération, de changement de régime d'inflation. Mais voilà, pour l'instant, c'est une affaire de jugement, une affaire d'interprétation avec des données qui sont extrêmement comment dire, ambiguës. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça, j'imagine, que le marché obligataire l'a interprété, parce qu'on a à la fois un phénomène sur le court terme où les taux semblent essayer d'anticiper peut-être un early lift-off de la part de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une première hausse de taux plus rapide que prévu, et en même temps, sur la partie longue, on voit bien que la perspective croissance-inflation sur 10 ans, elle est en train peut-être de se fragiliser un peu, Gilles. Alors ouais, c'est un peu le souci, c'est-à-dire il y a plusieurs choses derrière. Il y a les nouvelles sur la conjoncture de court terme, les toutes dernières données. Et là-dessus, les choses sont un peu ambiguës aussi. On a des indicateurs qui sont assez mauvais, par exemple l'indicateur synthétique, enfin la prévision de PIB de la Fed d'Atlanta, qui est assez mauvais pour le T3. En même temps, on a eu des bons ISM. On a un ISM service qui a réaugmenté, qui est très très au-dessus de son niveau de long terme. On a eu plutôt des bonnes commandes à l'industrie. Ça, c'est plutôt un bon signe sur l'investissement. En revanche, sur la consommation, c'est vrai que les choses sont sans doute un peu plus compliquées, mais c'est peut-être lié à la résurgence du Covid ces derniers mois aux États-Unis, qui était beaucoup plus problématique qu'en Europe. Donc on n'y voit pas très très clair. J'ai l'impression quand même que le message qui continue de dominer, quand on regarde la partie longue de la courbe, c'est l'idée que quand même le choc d'inflation reste transitoire. Il n'y a pas de décalage quand même très violent sur la partie très longue. Et je pense qu'aussi, ces mouvements sur la courbe, ce qu'il reflète, c'est que si la Fed
est à la fin des fins obligé de taper plus dur et de taper plus vite, compte tenu du niveau de dette accumulé dans l'économie, en particulier du niveau de dette dans le secteur corporate, même une augmentation relativement modérée des taux directeurs de la Fed pourrait avoir un impact assez brutal sur la croissance. Et donc, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si vous êtes très inquiet de l'inflation à l'horizon 1 an, 2 ans, et que vous pensez que du coup la Fed va être obligée de taper très dur, eh bien vous êtes obligé aussi du coup de réviser à la baisse vos prévisions de croissance pour la période d'après, parce que ça voudrait dire que la politique monétaire serait obligée d'appuyer beaucoup plus durement, beaucoup plus vite sur la croissance. Donc voilà, j'ai l'impression que le marché cherche à trouver ses marques dans un flux de données qui est, à mon avis, encore très compliqué à lire, compte tenu de tous les effets de base avec lesquels on vit. C'est-à-dire que moi, je suis assez effaré par le fétichisme actuel d'indicateurs en glissement annuel. Le glissement annuel, en ce moment, ça ne veut rien dire. On est en train de comparer une période aujourd'hui presque post-pandémique, en tout cas de normalisation assez avancée des économies, avec une période avant même que les vaccins soient disponibles. Donc voilà, les lectures en glissement annuel, à mon avis, n'ont pas grand sens. Toutes les boussoles sont un tout petit peu agitées en ce moment. C'est vraiment très compliqué à lire. Bon, on suit ça effectivement au quotidien dans l'émission, chaque semaine avec vous, Gilles. Il faut qu'on parle évidemment alors de la COP26 qui va s'ouvrir dans moins de 3 semaines maintenant, avec évidemment un rendez-vous au plus haut niveau politique début novembre. Gilles, 6 ans après les accords de Paris, autant dire que la partie est loin d'être gagnée. Et il faut sans doute se référer également au discours de 2015 de Marc Carney, briser la tragédie des horizons. On est en plein dans cette situation tragique. Chaque jour de crise énergétique supplémentaire nous maintient un peu plus dans le fossile et augmente un peu plus encore l'intensité des efforts qu'il va falloir produire sur les prochaines années pour espérer arriver à un équilibre, un mix à peu près sobre en matière énergétique, Gilles. Bon, sur le plan politique, je ne sais pas déjà quelles sont les indications qu'on peut avoir avant ce rendez-vous de la COP26 et comment est-ce que la rationalité économique regarde ce sujet aujourd'hui ? Sur le plan politique, deux commentaires de ma part. Le premier, c'est qu'il semblerait que Xi Jinping ne sera pas à la COP26. Et ça, c'est quand même une indication importante. C'est-à-dire, si la Chine n'y est pas, ça réduit quand même énormément la portée politique de tout ce qui pourrait se dire à Glasgow, parce que, soyons clairs, l'avenir des émissions de CO2, enfin la trajectoire future des émissions de CO2, c'est essentiellement une affaire américaine, une affaire chinoise. Je dis ça souvent rapidement, mais si le monde entier avait l'intensité carbone de l'Union européenne, qui est déjà très basse, on aurait pas beaucoup de problèmes devant nous. Donc si les Chinois manquent à l'affaire, politiquement, l'affaire est quand même problématique. Deuxième élément, et ça je pense que c'est un tout petit peu sous-jacent à tout ça, l'organisation de cette COP26, c'est une organisation britannique, à un moment où, soyons clairs, la capacité du Royaume-Uni de peser sur les grands choix économiques et stratégiques mondiaux est extraordinairement affaiblie après des années d'obsession Brexit. Je vis au Royaume-Uni, donc je suis ça d'un tout petit peu près. Certes, il y a cette victoire tactique en Australie sur quelques sous-marins, mais la réalité, c'est que le poids politique du Royaume-Uni s'est énormément réduit ces dernières années. Donc la capacité que Boris Johnson peut avoir pour amorcer des discussions début novembre est quand même très, très, très faible. Dernier élément, la plus technique. C'est vrai que ce qui se passe sur l'énergie mixte en ce moment, c'est un peu une succession de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, dans certains pays, et on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Chine pour le voir, on le voit aussi au Royaume-Uni, encore une fois, où on est obligé de faire redémarrer des centrales à charbon pour faire tenir l'affaire. Des mauvaises nouvelles du côté des renouvelables, parce que voilà, on redécouvre plutôt, ou dans certains cas, on découvre que beaucoup d'énergies renouvelables ont un gros problème intrinsèque qui est cette imprévisibilité et cette incapacité à monter en gamme, à monter en puissance lorsque la consommation se fait. Et c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Donc c'est vrai que les messages, les signaux sont assez négatifs, mais je voudrais quand même finir par un commentaire positif sur la question. À la COP26, il y aura beaucoup de gens, il y aura les pouvoirs publics et les gouvernements, il y a énormément de décisions importantes à prendre en matière de stratégie énergétique, mais il y a également beaucoup de représentants du secteur privé. Et là où on peut être quand même plus positif, et c'est un peu mon pas quotidien maintenant depuis quelques mois, c'est à quel point la nécessité
de la lutte contre le réchauffement climatique s'est imposé au secteur privé mondial. C'était le cas en Europe, ça a encore pris plus d'ampleur, c'est de plus en plus le cas aux États-Unis, et c'est aussi maintenant le cas en Asie. Donc moi, je ne m'attends pas à des annonces forcément très mobilisatrices des pouvoirs publics à Glasgow, à la COP26. En revanche, je peux vous assurer que du côté des opérateurs privés, il y a une montée en puissance, il y a une mobilisation sur cette affaire-là qui est sans commune mesure et qui accélère à une vitesse impressionnante. Merci beaucoup Gilles, merci pour vos remarques du jour sur l'actualité de la semaine et des prochaines semaines avec la COP26 qui s'ouvrira donc début novembre à Glasgow en Écosse. Gilles Moïc qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA.